qu'autre chose. Tout ce qui siffle n'est pas un asthme et l'asthme ne siffle pas toujours. Thanks for this invitation, actually. So it's my pleasure to welcome all of you for this session of clinical cases. We got presentation from Madagascar, and then we have, I guess, we have confirmation from South Africa. No, I think so. We got official and French colleagues who have confirmed their cases. Unfortunately, from Mauritius also, we have been trying to find some interesting case, but we have been caught up with this big wave of COVID, second wave COVID, which is lasting for the last 6-7 months. And it has surged lately. And we just got COVID now these days, truly. It would have been good to present a series of cases, but somehow my colleagues are so much taken up to manage actively cases. So I welcome all of you who have already tuned in. Maybe I can invite Dr. Angelina to present her first case. Donc, bonjour à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Chers maîtres, chers aînés, chers collègues, c'est un honneur pour nous de vous présenter aujourd'hui un cas clinique qui a posé un problème de diagnostic et thérapeutique dans notre service. Il s'agissait d'une femme âgée de 31 ans, ménagère. Elle était admise dans notre service le 26 mai 2021. Altération de l'état général. Comme antécédent, elle était atteinte de COVID-19, forme grave en septembre 2020 et elle n'a pas d'autres antécédents particuliers, notamment pas de notion de tuberculose. Elle est non tabagique, non éthylique et n'a pas d'habitude médicamenteuse. Son histoire remonte en janvier 2021 par une dyspnée d'effort d'aggravation progressive associée à une douleur thoracique gauche à type de pesanteur sans irradiation, évoluant dans un contexte d'altération de l'état général, type d'asthénie et d'amaigrissement. Elle a reçu divers antibiotiques, des fortifiants et puis l'association de corticostéroïdes inhalés de bronchodilatateurs de longue durée d'action, mais sans aucune amélioration. Et en mai 2021, la dyspnée s'est aggravée avec apparition d'une orthopnée, d'où la consultation d'un cardiologue. L'échodoppler cardiaque a objectivé une dilatation des cavités droites, mais sans hypertension artérielle pulmonaire. Ainsi, la patiente a été traitée par le cardiologue comme une cardiopathie COVID-19 avec du perindopril et du carvedilol. Et l'évolution à J15 de traitement a été marquée par la disparition de l'orthopnée, mais persistance des autres symptômes et apparition d'une toux grasse ramenant des expectorations jaunâtres. À l'admission dans notre service, la patiente désaturée à 90% en air ambiant, mais sans signe de détresse respiratoire. L'état hémodynamique était stable, elle était apyrétique et sur le plan général, la patiente était asthénique, elle a perdu du poids, mais l'indice de masse corporelle était à 20,8 kg par mètre carré. L'auscultation cardio-pulmonaire était normale et le reste de l'examen physique était sans particularité. Devant cette situation, quelles seraient les hypothèses diagnostiques? Faut-il penser à un COVID long, à une complication thromboembolique ou une séquelle pulmonaire genre fibrose post-COVID-19? Ou rien à voir avec la COVID, une tuberculose pulmonaire, une infection à VIH ou un autre diagnostic. En fait, pour nous, initialement, nous avons pensé à tout. Ainsi, nous avons demandé comme examen paraclinique le test PCR SARS-CoV-2 qui était revenu négatif, mais la sérologie IgG SARS-CoV-2 était positive. Le taux de dédimère était normal et le bilan inflammatoire a révélé un syndrome inflammatoire biologique avec une hyperleucocytose à 12,9 giga par litre après dominance neutrophile, une vitesse de sédimentation en 24 mm et une séroactive protéine à 13,9 mg par litre. Pour évaluer le terrain, nous avons demandé la sérologie VIH qui était revenue négative, la glycémie normale, la transaminasémie normale et la créatininémie normale. L'examen cytobactériologique des expectorations était revenu négatif. De même, le test GeneXpert MTBRIF était négatif, mais l'examen mycologique des expectorations a montré à l'examen direct des filaments mycéliens type aspergillère. L'électrocardiogramme était sans anomalie. Et le scanner thoracique réalisé à l'admission sans injection de produits de contraste a objectivé en fenêtre parenchymateuse la présence d'une excavation apicale au lobe supérieur gauche à paroi fine contenant une
opacité surmontée par une clarté en croissance de lune, typique d'une région grelotte, donc évocatrice d'un aspergillome dans notre contexte. Et à noter qu'il n'y avait pas d'image en verre dépoli, ni de dilatation de bronches, ni de fibrose pulmonaire sur toutes les coupes. Au total, donc, nous étions devant une femme âgée de 31 ans avec antécédent de COVID-19, présentant des symptômes respiratoires chroniques, amaigrissement et asthénie, un syndrome inflammatoire biologique. Et l'examen direct des expectorations a objectivé des filaments mycéliens type aspergillaire. Le scanner thoracique a révélé la présence d'une image typique en grelot au lobe supérieur gauche faisant évoquer un aspergillome. Mais malheureusement, à ce moment-là, la sérologie aspergillaire n'était pas disponible dans notre pays du fait de la fermeture des frontières dans le contexte de la pandémie COVID-19. Dans ce cas, quel serait le diagnostic le plus probable? Devant les contextes cliniques, biologiques et scanographiques, nous avons posé le diagnostic d'un aspergillome qui se serait développé dans une cavité d'aspergillose invasive subaiguë, anciennement appelée aspergillose pulmonaire nécrosante subaiguë, qui se serait passé inaperçu, donc post-COVID-19, étant donné que la patiente est non immunodéprimée, elle n'est pas d'antécédent de tuberculose, tout en sachant que la tuberculose constitue la principale cause d'aspergillome connue dans notre pays. Et par ailleurs, la patiente ne présente pas d'autres facteurs de risque classiques d'infection aspergillaire. Nous avons pensé à la COVID-19. Ainsi, notre patiente a bénéficié d'une oxygénothérapie et un traitement antifongique à type d'itraconazole 200 mg par jour. Et l'évolution à J15 de traitement a été favorable avec une saturation d'oxygène à 96% en air ambiant. Et elle était sortie de l'hôpital à J21 de traitement, mais à 2 mois de traitement, elle se plaignait encore d'une douleur thoracique persistante, d'où la réalisation d'un scanner thoracique de contrôle. Et le scanner de contrôle, après ces 2 mois de traitement antifongique, donc, a objectivé la disparition de l'aspergillome, laissant une cavité résiduelle vide, toujours à parois fines, mais entourée par des opacités plus ou moins hétérogènes, qui seraient évocatrices d'une lésion invasive parenchymateuse pulmonaire. La fibroscopie bronchique avec lavage broncho-alvéolaire a objectivé une muqueuse bronchique inflammatoire au niveau du lobe supérieur gauche. L'examen cytobactériologique du liquide de lavage broncho-alvéolaire était négatif. De même, le test GèneXpert MTBRIF négatif et l'examen mycologique après ces 2 mois de traitement antifongique était négatif également. Au total, donc, nous étions devant une amélioration de l'état général, mais avec persistance de la douleur thoracique. Et le scanner thoracique, après 2 mois de traitement, a révélé la disparition de l'aspergillome, mais la présence d'images typiques en faveur d'aspergillose chronique nécrosante évoluant vers l'aspergillose fibrosante. Devant cette situation, quelle serait la conduite à tenir? Par rapport au traitement antifongique, faut-il continuer, changer ou carrément arrêter? Et par rapport à l'indication chirurgicale, est-ce qu'il y a oui ou pas encore ou jamais de place de la chirurgie? Pour notre cas, nous avons décidé de continuer les traitements antifongiques parce que on n'était qu'à 2 mois de traitement et on pensait qu'il serait trop tôt pour juger de l'inefficacité du traitement antifongique. Par ailleurs, avec la chirurgie, nous n'avons pas encore indiqué justement pour la même raison que à 2 mois de traitement, on ne pouvait pas encore juger que le traitement médical est inefficace. D'ailleurs, nous savons que les complications post-opératoires sont fréquentes. Comme évolution de notre patiente, après ces 2 mois de traitement, comme nous avons dit tout à l'heure, il y avait amélioration clinique. Mais malheureusement, c'était le dernier jour où on a vu la patiente et puis on l'a perdue de vue. Maintenant, que peut-on en discuter? À titre de rappel, l'aspergillose pulmonaire chronique nécrosante a été connue depuis
très longtemps dans la littérature. Et en 1982, Bender et ses alliés ont défini 6 critères pour poser le diagnostic de cette pathologie, avec comme premier critère la présence de signes cliniques depuis plus de 30 jours. Il s'agit généralement des signes généraux et des signes respiratoires. Deuxièmement, des anomalies radiologiques. Typiquement, on a une opacité unique au lobe supérieur qui va évoluer en quelques semaines ou mois en cavité à parois fines, pouvant contenir ultérieurement ou non un mycétome. Troisièmement, c'est la mise en évidence d'Aspergillus. Quatrièmement, c'est l'absence d'isolement d'autres champignons, de bactéries ou de mycobactéries, et l'échec d'un traitement antibactérien ou antimycobactérien. Cinquièmement, c'est la réponse clinique favorable aux antifongiques spécifiques. Sixième et dernier critère, c'est l'élimination d'une immunodépression sévère. Et pour notre cas, nous avons rempli presque tous ces critères. Ensuite, il y avait d'autres classifications, mais la plus récente que j'ai vue, c'était celle rapportée par Denning et ses alliés en 2016, avec presque les mêmes critères, mais la seule différence, c'est l'absence de considération de l'immunodépression sévère. Et quant à l'association aspergillose pulmonaire et COVID-19, beaucoup d'études ont rapporté les cas d'association de ces deux pathologies, mais la plus importante que j'ai vue dans une revue de littérature, c'était celle rapportée par Zhu et ses alliés en Chine, avec 60 cas d'aspergillose invasive aiguë sur 257 cas de COVID-19 forme sévère. Et quant à l'association aspergillose pulmonaire subaiguë et COVID-19, comme notre cas, je n'ai vu que le cas rapporté par Patty, RK et ses alliés à New York. Et les questions qui se posent sont, est-ce que c'est l'infection à SARS-CoV-2 en soi qui est le principal facteur de risque de cette association, ou c'est la corticothérapie souvent utilisée chez les patients atteints de formes graves de COVID-19 qui favorise l'immunodépression et donc la surinfection aspergillaire. Et pour notre cas, nous avons pensé que ces deux hypothèses étaient possibles. Comme traitement, dans la littérature, aucune donnée ne démontre la différence de traitement d'une aspergillose chronique chez un patient atteint de COVID-19 ou non. En fait, le traitement repose sur les antifongiques au long cours, dont en première intention l'itraconazole ou le voriconazole par voie orale. Et en 2016, la Société européenne de pneumologie a recommandé que l'aspergillose chronique nécrosante soit traitée de la même manière que l'aspergillose invasive aiguë, du fait du risque d'évolution rapide. Dans ce cas, le traitement repose sur le voriconazole en intraveineuse, initialement qui a relayé par voie orale, mais malheureusement, nous ne disposons pas de ce médicament dans notre pays. De même pour l'isavuconazole, c'est un triazolé à large spectre qui a l'avantage d'avoir moins d'effets secondaires, mais malheureusement, nous ne disposons pas non plus de cette molécule dans notre pays. Et enfin, la chirurgie, elle est indiquée en cas d'échec de traitement médical ou d'aspergillome symptomatique, c'est-à-dire avec une hémoptysie abondante et ou récidivante. Comme évolution, dans la littérature, l'association aspergillose pulmonaire et COVID-19 aggrave le pronostic du patient. Ainsi, sans traitement, l'évolution peut se faire vers le décès en fonction de la sévérité de la maladie sous-jacente. Mais si l'évolution se fait vers la chronicité, on peut avoir une fibrose pulmonaire, voire une insuffisance respiratoire chronique. Et sous traitement bien conduit, une aspergillose pulmonaire chronique nécrosante peut évoluer vers la guérison ou la stabilité clinico-radiologique. Toutefois, une récidive est possible et les complications post-opératoires ne sont pas rares. En conclusion, donc, nous étions devant un cas d'association de 3 formes d'aspergillose pulmonaire, à savoir l'aspergillome, l'aspergillose invasive subaiguë, anciennement appelée aspergillose chronique nécrosante, évoluant vers une aspergillose fibrosante chez une patiente qui n'avait pas d'histoire de tuberculose ni autre facteur de risque prédisposant à l'infection aspergillaire. C'était donc une patiente
secondairement immunodéprimés par la COVID-19, soit c'est la corticothérapie et où les cytokines pro-inflammatoires sécrétées pour de la COVID. Enfin, il s'agissait pour nous d'un cas d'association inhabituel et rare qui mérite une attention particulière. Chers maîtres, chers aînés, chers collègues, ainsi se termine notre présentation. Merci de votre attention. I would say that we haven't come across such case of after the fungal infection so far in Mauritius. We have been seeing a lot of cases of COVID. We are doing a lot of CT scans, but it's very interesting case, and I understand that it's quite challenging also to establish the diagnosis, and then also treatment is quite complex. As you mentioned, there may be certain intravenous medication which needed for antifungal. Probably it's not available in Madagascar, but it's very interesting case. Bravo to you and to your team. Okay, I would like to know, Angela, if suppose when you did the bronchoscopy, did we get the culture positive for aspergillosis? No, it was negative. In fact, we did the fibroscopy only 2 months after we started the treatment. Yeah, I guess that I saw a lot of infiltrates were there when after 2 months of CT scan. So we didn't get anything, right? We didn't get any No. culture coming. Okay. How's have you been seeing a lot of aspergillosis? Because in Madagascar, we do have a lot of presence of tuberculosis and cavitary lesions. How's your experience with post-TB aspergillomas? Actually, we see a lot of aspergillomas post-TB tuberculosis, but it's not usual to see aspergillomas post-COVID-19. COVID. Yes, Yeah. absolutely. Okay. And I guess that the treatment is not same as what you have been trying with this, because mostly aspergilloma, post-TB aspergilloma, usually resolved with maybe symptomatic treatment. You might not have to. Have you been using a lot of antifungals in your cases, post-TB aspergillomas? As I said, we have only, I don't know how to say it in English, itraconazole. We have only, that's the only one antifungal we have here in Madagascar. We don't have voriconazole or other medicine. Right. Okay. Yeah. Any case which you have come across that you have to do a surgical intervention for those patients? Yes. We some cases of aspergilloma from after tuberculosis are operated. Well, we do have in Mauritius, we have come across a couple of cases post-TB aspergillomas. And as I said, most of the times they present with hemoptysis, and they do resolve conservatively, but few of them have been sent to thoracic surgeon for interventional kind of lobectomy thing. So, well, we haven't come across, but as I said, we are still going through a COVID wave. We might have to keep an eye on those patients, that if there is something coming up in those plans. Thank you very much. Any other, if anyone has a question for Dr. Angela? Yes, please. Just Yes. a comment from the question Q&As. Yes. Was there any imaging prior to the discharge of the patient? That is one of the questions which has been submitted. Oui, est-ce qu'il y a eu une imagerie avant la sortie du patient? C'est une question qui a été posée dans le forum. Oui, merci pour la question. En fait, on n'avait qu'une seule imagerie disponible initialement. Malheureusement, on n'avait pas de scanner
en phase aiguë de la COVID-19. En fait, la patiente était hospitalisée, pas ici dans la capitale, mais en périphérie et c'était pas disponible le scanner. Donc, une autre question du forum, c'est combien de temps le patient a reçu des corticoïdes? Oui, merci. Pendant son hospitalisation pour COVID-19, soit donc 2 semaines, elle a reçu une corticothérapie. Et puis après, 3 mois plus tard, elle a commencé à recevoir de corticothérapie par voie inhalée, mais pas par voie générale. Excellente présentation. Je pense qu'elle est très, très, très difficile. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez, dans l'interrogatoire, essayé de retrouver une radio antérieure, par exemple une radio pulmonaire qu'elle avait, pour expliquer cette cavité? Est-ce que cette cavité, ça, c'est quelque chose qui était apparu? C'était quand même qui était là déjà avant? Est-ce que vous avez recherché plus s'il n'y a pas de radio antérieure pour pouvoir faire une comparaison? Non. Non, il paraît qu'ils ont fait, mais qu'ils ont perdu malheureusement la radio. Mais à leur connaissance, il n'y avait pas de lésion, pas de cavité, pas de caverne. Mais on n'a pas de preuve en fait. Si je peux me permettre, there is a discussion as to whether 15 days of steroids is enough to induce immune deficiency. This is one of the questions or remarks on the forum. This is a question I won't give my impression, but the inhaled steroid, I don't think it's anything to do with immune depression. Here we have complications in children, and each time we call our adult intensivist, and they always tell us, be very careful about all types of mucosal infection due to Aspergillus and other fungi. And in the forum, we're mentioning at the present time, we're mentioning mucormycosis. So we have to be very careful before we give more steroids, because sometimes you have to prolong the steroid course. The second thing is you said in your very excellent presentation, and I'd like to congratulate you for this presentation, but you say in this presentation that cytobacteriology is negative. In this cytobacterio, there are two parts. There's bacterio, but also cyto. And I'm very interested in the lavage, bronchoalveolar lavage. What types of cells did you have? Were there any eosinophils, any lymphocytes or neutrophils? I don't have an answer. In fact, I've forgotten, but I think there was not the number of the cells where it was normal, but I don't remember. Sorry. No, it's not a piège question. Ce n'est pas une question piège, hein. C'est juste que même là où j'ai travaillé pendant 1 an et demi, on fait pas de bonne cytologie. On envoie le prélèvement en bactériaux. En bactériaux, on recherche des bactéries et on nous dit, il y a peut-être des cellules inflammatoires, mais c'est impossible de savoir si c'était des lymphocytes, parce que si c'est des lymphocytes, c'est peut-être le BK. Si c'est des polynucléaires, c'est peut-être la surinfection. Si c'est des éosinophiles, peut-être que c'est allergique ou l'aspergillus. Donc, c'est important de savoir le pourcentage de chaque type de cellule. Et ça se fait en anapathe. Et ça, c'est quelque chose qui est un défi pour nous, d'avoir des prélèvements qui partent en anapathe et avoir une cytologie en bonne et due forme. Voilà, merci. Merci à vous. Est-ce que vous pensez que 15 jours, c'est suffisant pour avoir une immunodépression? Parce que c'est quand même une forme bizarre, hein, où on a des évolutions, une sorte d'évolution de type d'aspergillose. Ça commence par un truc dans le lobe sup, ensuite ça crée une cavité. Dans cette cavité, il y a l'aspergillose qui colonise et qui donne un aspergillome, et sous traitement, on ne sait pas si ça marche ou pas, l'itraconazole, tout d'un coup ça se diffuse, c'est disséminé. Donc on évolue. Il y a plusieurs formes d'aspergillose chez le même patient. Moi, j'ai jamais vu ça personnellement. Yeah, personally, actually, I would say that we use corticosteroids
therapy even in severe asthma patients, or even the COVID patients have been using. But two weeks of corticosteroid therapy would not really cause that much immunosuppression to create that cavity and then give reason to have a fungal infection, that too invasive one. So it needs to be, someone has to have probably a very long immunosuppression with high dose steroids, with other possibility, another immune suppression comorbid conditions like diabetes, or maybe he had a TB before. We never know. We never know that if he in past, if someone had TB and then there was a cavity lying there, possibility is there. Well, I don't know if suppose we had CT, so any previous X-rays or in previous history of this particular case. So those kind of patients can be probably at risk, yes. But as you are right, actually 2 weeks of steroids will not cause that much immunosuppression. This is why I think it's very important to have an X-ray. I mean, to see what has happened somewhere in their life. It is because to have a cavity so quickly, I mean, for the aspergillome, it's a bit, it's a quite queer situation to have all those at the same time. It's very, very interesting case so far. Well, it's quite challenging, as said. Okay, yes, truly speaking, it's difficult to manage such case also. And on top of it, the patient was really, the case is progressive, and then patient lost his vision. So it looks like that a more systemic lesion, systemic infection was going on with him. I don't know if my colleague did they screen for any CT brain, or whether was eye examination was done even before or after. Are you still with the case, Dr. Angela, or do you have any follow-up with him? In fact, the patient was last view. We haven't seen anymore that patient. Mm-hmm. And did you screen him his MRI brain or CT brain, or was there full examination of the ocular examination was conducted later on? Unfortunately, no. Here in Madagascar, it's not easy to have access to those. No, but so are we saying that he lost his vision because of this fungal infection only? Or have you attributed this? Oh, what was the cause? When I say the loss of view, the patient didn't come back anymore. Okay. So all right, that's right, it. Okay. Oh, that's the okay. I thought that probably he got a complication. No. Okay, right. No. Perte de vue in French is lost from follow-up. Follow-up. Okay. So follow-up. Last of follow-up then. That's the funny part of this interpretation, which I took actually literally by listening to this. The English Thank you very much, difficult. Dr. Angela. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Mais je voudrais reprendre la présentation initiale. C'est quand même une dame qui se présente avec une hypoxie et un cœur droit. Donc, bon, je connais l'attitude des cardiologues, mais au départ, elle a une maladie interstitielle, peut-être post-Covid, et vous découvrez après un aspergillome. Moi, je suis persuadé qu'elle a une maladie interstitielle post quelque chose et un incidentalome, c'est-à-dire qu'on est tous surpris par le caractère localisé de l'aspergillome et une maladie évolutive pour laquelle elle guérit finalement. On ne sait pas, voilà. Donc, pour un pédiatre, nous, on est beaucoup plus simple. Le spectre de l'aspergillose, entre l'aspergillome, qui est une forme locale sur lésion préexistante, et la BPA, qui est une maladie chez l'asthmatique ou dans la mucoviscidose, on a un spectre intermédiaire qui est chez l'immunodéprimé. Donc, soit elle est immunodéprimée
en post-infectieux, soit la complication locale est juste un incidentallome. Hein. Alors, je reviens sur la remarque du professeur Fanchoum. La mucormycose, tout comme la nocardiose, tout comme certaines mycobactéries non tuberculeuses, peuvent rentrer dans ce cadre-là et intervenir, quoi. J'ai toujours une question en fait sur le docteur en fait pour le docteur Angela. En fait justement en fait je veux enrichir ce que disait le docteur Jean-Luc. Ce patient a un problème cardiaque droite en fait et ce problème cardiaque droite, je pense qu'il y a une composante qui se trouve là-dessus. Est-ce que vous avez fait en fait une anamnèse sur ce qui concerne par exemple en fait le temps d'exposition par exemple au nox respiratoire, la quantité par exemple de temps il fume ou si elle a été exposée à d'autres. Peut-être il y a une bronchopneumonie pulmonaire qui est greffée ou peut-être un asthme qui n'est pas connu. Est-ce que vous avez au fait, vous avez tantôt là parlé également sur la forme sévère au fait de la COVID. Sur quel critères vous vous êtes basé pour dire que ça a été une forme sévère et comment les lésions ont été au fait améliorées après quelques jours qui s'est présenté parce que j'ai vu que l'IgG était encore qualitative, était encore positive. Du coup, c'est là en fait que j'ai quelques interrogatoires. Et puis, pourquoi il n'y a pas eu ne serait-ce qu'une radiographie avant que le patient soit rendu à la maison? Peut-être il y a toujours eu, au fait, à ce que je sache, au fait, sur les aspergilleuses, au fait, l'évolution du traitement, au fait, est très, très, très douteuse avec l'antibiotique. Et du coup, au fait, la maladie peut être évolutive pendant que vous rendez le patient à la maison. Chez nous, en fait, très juste, au fait, nous tentons directement également avec la chirurgie dans les cas, par exemple, de suspicion, en fait, d'aspergillose. C'est vrai que le traitement antibiotique a sa place. Merci beaucoup. Pour la question concernant sur quelle base on se fondait pour dire que c'était grave, en fait, hein, la patiente n'était pas hospitalisée dans notre service, mais dans une autre ville où je pense que c'était seulement sur des bases cliniques parce qu'il n'y avait pas de scanner. Et il était sous oxygène avec masque à haute concentration et les traitements étaient des traitements de forme grave de COVID-19. C'est tout ce qu'on a vu. Et c'est quoi déjà les autres questions? Par rapport à la radiographie, effectivement, vous avez raison, hein, mais je ne sais pas, c'était peut-être la charge de travail mais on n'a pas pensé à faire une radiographie à la sortie. Par rapport au cœur droit, le cœur pulmonaire. Et par rapport au cœur droit, c'était avant son hospitalisation même, parce que quand la dyspnée s'est aggravée et puis il y avait l'apparition d'orthopnée, elle a consulté un cardiologue qui a fait l'échodoppler cardiaque et est arrivé dans notre service. Elle était déjà sous traitement à visée cardiaque et on a tout simplement continué. On n'a pas creusé. Et par rapport à la BPCO, je rappelle que la patiente n'est pas tabagique et elle n'est pas exposée aux biomasses. Elle n'utilise pas le feu de bois. Ok, et quand le patient est revenu, au fait, la patiente, excuse-moi, quand elle est revenue avec la lésion, est-ce que vous avez pensé au fait faire au fait une bronchoscopie avec un lavage au fait broncho-alvéolaire? Parce que c'est un nouveau patient qui se représente au fait avec une lésion apicale qui peut être un BK positif ou encore peut être une surinfection parce que j'ai cru comprendre que c'est un patient qui est venu avec le crachat purulent. Est-ce que vous avez pu penser au fait reprendre au fait un lavage broncho-alvéolaire avec une bronchoscopie? Oui, merci. En fait, la fibroscopie que j'ai présentée tout à l'heure, c'était lors de sa deuxième consultation. Hein. Initialement, on n'a pas encore pu faire par problème pécuniaire, mais après, lorsqu'on a fait le deuxième scanner et qu'on a vu les lésions qui se sont étendues, c'est là qu'on a fait la fibroscopie, mais malheureusement, c'était pas contributif. Il y avait pas, c'était tout négatif.
d'examen bactériologique. Hein. Et les tests GèneXpert à la recherche de tuberculose, c'était négatif avec lavage broncho-alvéolaire. Thank you again, Angela. It was an interesting case and challenging. And that's why I'm sure that you got a lot of questions to respond. So can I invite now another next speaker from Madagascar? Bonjour. Oui, mais merci de m'avoir donné la parole. Nous sommes Princier, nous faisons partie de l'équipe de la SPMAT qui avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui ce deuxième cas clinique sur la dilatation des bronches. Nous allons suivre le plan suivant, commençons par la dilatation des bronches est une dilatation anormale et irréversible des bronches. C'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée, mais dont la morbidité, la mortalité n'est pas négligeable. Et à Madagascar, on a peu de données sur la dilatation de bronches. C'est pour cela que l'objectif de cette présentation était de rapporter ce cas et de rapporter la prise en charge de la dilatation de bronches à Madagascar. Il s'agissait donc d'une femme de 28 ans, elle était femme au foyer et reçue en consultation spécialisée pour toux chronique. C'était une toux chronique qui avait débuté depuis l'âge de 7 ans et c'était à l'âge de 17 ans qu'on avait diagnostiqué, on avait attribué à cette toux la dilatation des bronches et elle était au moins hospitalisée une fois par an pour sa circulation. À côté de cela, elle présentait également une rhinite allergique et une allergie alimentaire. On n'a pas documenté d'infection respiratoire dans l'enfance, il n'avait pas d'antécédent de tuberculose, mais côté obstétrical, elle a un enfant. Donc l'histoire de la maladie se résume, comme je l'avais dit, à une toux chronique depuis l'âge de 7 ans. C'était une toux chronique matinale, abondante, avec des expectorations muqueuses, réalisant parfois une véritable bronchorrhée. Et de façon intermittente, elle présentait une hémoptysie. L'état général était conservé. L'examen respiratoire n'a pas objectivé d'anomalies particulières, hormis une TRAL du au tiers inférieur bilatéral. Le reste de l'examen physique étant sans particularité. À la radiographie du thorax, on avait objectivé des images réelles inférieures bilatérales avec de multiples clartés. Donc, vous voyez ici les images réelles. Et au scanner thoracique, de haute résolution, on avait objectivé cette dilatation des bronches diffuse, variqueuse et kystique au niveau de lobe inférobilatéral. Voilà, c'est dilatation des bronches, lobe inférobilatéral. Devant ce tableau, nous avons pensé à une dilatation des bronches idiopathique, dont l'étiologie pourrait être une infection respiratoire dans l'enfance, bien que cela n'a pas été documenté, ou bien peut-être une autre étiologie ou carrément une dilatation des bronches idiopathique. Et parmi les examens précliniques qu'on a effectués, on n'a pas retrouvé d'hyperosinophilie à la numération fourmi sanguine. L'électrophorèse des protéines sériques n'a pas retrouvé une hypogamma-globulinémie. Le dosage de l'alpha-1 antitrypsin était normal. Mais si on revoit l'histoire de l'examen cytobactériologique des crachats au fil des années, nous voyons que initialement, le germe trouvé était l'hémophilus influenzae, suivi du pneumocoque pendant presque 4 ans. Et c'était en 2010 qu'on avait retrouvé pour la première fois le pseudomonas. Et en 2014, on avait retrouvé le staphylocoque. La recherche de tuberculose était négative et l'exploration fonctionnelle respiratoire avait objectivé un trouble ventilatoire mixte à prédominance obstructive. La radiographie
du sinus était normal. Donc, au final, on avait retenu le diagnostic de dilation des branches diffuses, dont l'étiologie n'était pas vraiment retrouvée. Mais on opte, comme je l'avais dit, à une infection respiratoire dans l'enfance ou bien une dilatation des bronches qui est idiopathique. Mais là, est-ce que c'est idiopathique parce que c'est vraiment idiopathique ou parce qu'on n'a pas effectué tous les bilans qu'il fallait faire pour de multiples raisons? Mais en tout cas, le patient avait été, on avait prescrit une kinésithérapie de drainage bronchique de façon quotidienne avec azithromycine 3 fois par semaine au long cours, avec des bronchodilatateurs et des corticoïdes inhalés. Mais à travers de ce cas que de discuter. La dilatation des bronches est une pathologie qui prédomine chez le genre féminin, comme l'illustre cette étude française et étude africaine. Le diagnostic positif est suspecté devant les signes cliniques et la radiographie. Et le diagnostic est confirmé par le scanner thoracique de résolution. Donc, le principal signe d'une dilatation de bronche est la bronchorée, classiquement une bronchorée qui est ancienne et qui se sédimente en plusieurs couches et qui débute dans l'enfance, mais parfois le patient pourrait présenter une hémoptysie et présenter une dyspnée au fil du temps, ce qui contraste à l'état général qui est souvent conservé. Et là, il faudrait penser dans un pays qui est endémique de tuberculose, penser devant un patient une patiente ou un patient qui présente une toux chronique, il faut penser à la tuberculose. Et c'est ce que les gens font, mais à travers ce cas, on pourrait dire quand même que devant un patient qui fait une toux chronique, il faut, même dans un pays endémique de tuberculose, il faudrait également penser à la dilatation des bronches parce que la dilatation des bronches existe. La radiographie du thorax est très informative parce que habituellement elle est anormale, bien qu'elle ne visualise pas les petites bronchectasies, mais on peut voir des signes directs comme l'image en REL, l'aspect en pseudo-rayon de miel, l'aspect multicavitaire. Voilà cette image en REL qui correspond aux opacités tubulées, l'aspect en pseudo-rayon de miel qui correspond à la juxtaposition de plusieurs dilations de bronches et l'aspect en multicavitaire. Le diagnostic de confirmation est le scanner thoracique à haute résolution qui peut objectiver des images en package chaton, mais c'est un examen qui pourrait avoir une limite, qui pourrait ne pas être accessible pour des multiples raisons. Et c'est pour cela que nous nous sommes étalés sur la radiographie, comme nous l'avons dit, qui est très informative, essentiellement, qui pourrait être informative pour le diagnostic si le scanner ne serait pas disponible. Et pour le diagnostic étiologique, donc il y a une démarche qui est à peu près standard. Et après cette démarche, l'étiologie peut être retrouvée dans 60% des cas. Donc, 40%, on va pas retrouver l'étiologie. Mais il y a une différence géographique qui est importante et c'est seulement dans 18% des cas qu'il y a un changement thérapeutique après qu'on ait retrouvé l'étiologie. Donc, voilà les principales étiologies de la dilation des bronches qui est dominée, comme nous le voyons ici, par la bronche idiopathique, puis les dilatations de bronches post-infectieuses. Et c'est dans la rubrique autre qui représente 2,9% des cas qu'on va retrouver la mucoviscidose. Mais principalement, c'est dilation de bronches idiopathique et post-infectieuse. Ceci illustre ce que nous avons dit, la différence géographique, parce que, par exemple, dans une série française, ils ont retrouvé une dilation de bronches idiopathique dans la plupart des cas, alors que dans une série africaine, c'était la tuberculose.
Et pour avoir une idée sur la colonisation bactérienne, il faut faire périodiquement une recherche par l'examen bactériologique. Et les principaux germes retrouvés sont l'hémophilus, le pseudomonas, le pneumocoque, le staphylocoque, qui étaient retrouvés chez notre patient. Et le traitement, quoi qu'il en soit, le traitement consiste donc en un meilleur drainage des expectorations, une réduction de l'inflammation bronchique et une prévention et traitement de la colonisation, qui est donc basé sur ce cycle vicieux de col qu'il faut briser. Le traitement est basé sur cela. Et principalement, il est dominé par la kinésithérapie respiratoire, l'azithromycine. Il ne faut pas oublier la vaccination et l'antibiothérapie qui est adaptée à l'antibiogramme au moment de la surinfection. Il ne faut pas oublier le traitement symptomatique de l'hémoptysie et la chirurgie pour la dilatation des bronches localisée. Alors, en conclusion, la dilatation des bronches est une pathologie sous-diagnostiquée, si je puis dire, alors que, et il ne s'agit que d'un symptôme dont l'étiologie devra être recherchée, et particulièrement pour Madagascar, la radiographie occupe une place, nous dirons, importante, vu que le scanner peut être limité pour diverses raisons. Et la dilatation des bronches est souvent étiquetée comme idiopathique. Et là, nous ne savons pas si c'est vraiment idiopathique ou à cause de la démarche qui est insuffisante, mais qu'il y a des belles perspectives si le plateau technique serait amélioré. Sur ce se termine notre présentation. Monsieur le Président, chers maîtres, chers amis, chers collègues, nous vous remercions de votre aimable attention. Thank you, Dr. Pensi, of this for interesting case and bringing to this platform about this bronchiectasis. Because bronchiectasis, we have it is another kind of pathology which we do come across a lot in our practices, and like asthma and COPD, it's a chronic disease, and we see the recover patients. They do have a lot of morbidity with bronchiectasis because it's quite symptomatic disease. How about how was your patient's course of during the course of, like, how many times is the patient stable with you? How's your patient doing actually because I see the CT scan is quite extensive bronchiectasis on the both lower lobes. How was your patient's course of the disease? Is he having a lot of exacerbations, or is kind of a control with the medication which you are using? Eh bien, merci pour la question. La patiente actuellement elle est actuellement enceinte d'un deuxième enfant. La question, c'était oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exacerbations en ce moment? Et deuxièmement, quelle est la partie du poumon qui est la plus atteinte? Est-ce que c'est les lobes inférieurs ou... Merci pour la question. La patiente n'a pas fait d'exacerbation depuis 2 ans actuellement. Et quelle partie du poumon est la plus touchée là en ce moment? Les lobes inférieurs. Les lobes inférieurs. Right. Dr. Michael, how's your experience? Because you are dealing a lot with pediatric cases. How's your experience with bronchiectasis in children? How common are you finding this disease, which is progressing to adults? Because a lot of times we do come across adult patients presenting like a same age group or maybe even later, and it's difficult to find the etiology or the cause of the bronchiectasis in adulthood when you have already screened them for the mucoviscidosis or other pathologies. And I know that, okay, yes, maybe tuberculosis is quite a common cause. But we in Mauritius also, we have seen a lot of our patients. We do see adult stage, having a bronchiectasis. What is, I don't know how about other colleagues have experience about adult
age etiology, when it comes to etiology? Is it the tuberculosis, or do we have other causes mostly in adult bronchiectasis? Yes, I will give part of the answer, and Dr. Ritier will complete the answer. Well, the first step, what I noted in this case report is that the symptoms started, or we noted the symptoms at the age of 7 years, and most probably the disease process started even earlier. So this is a pediatric disease, and we know that if we don't treat children lung disease well, they will either lead to early COPD or early bronchiectasis. So we have two main branches in the etiologies. First is CF, cystic fibrosis, mucoviscidose. In the case report, I didn't hear or note that a sweat test had been performed. So we have CF bronchiectasis, and the other chapter is non-CF bronchiectasis, and a lot of the etiologies have been given in the presentation, like immune deficiency, for inhaled foreign bodies or things like that. But there was one etiology which has been highlighted in our pediatric pulmonology community, and mostly in Australia in Aboriginal patients, but now in all countries, it's what we call TBBC, it's protracted bacterial bronchitis. So these patients have chronic wet cough, which starts in the preschool period, and the chest X-ray is normal because it's a sort of endobronchial disease. It starts as simple infection which does not respond very well to antibiotics. It's mostly Moraxella catarrhalis or Haemophilus influenzae or pneumococcus. It's due to some innate immune deficiency, but local, not systemic, and it requires prolonged antibiotics, at least 2 or 3 weeks. It's mostly amoxiclav, and this has often to be repeated. And if we don't treat this condition very well, it will evolve into simple, then chronic, and more severe bronchiectasis. So this has to be it's a condition which has to be recognized by pediatricians, and even amongst pediatricians, it's not so well known. Also, I noted that you talked about alpha-1 antitrypsin deficiency. I think the frequency given in the presentation was 0.4%. We do in our unit screen for alpha-1 antitrypsin deficiency, but it's more to do with emphysema, not so much with bronchiectasis. So this is what I had to say. Bon, merci pour votre splendide présentation. C'est vraiment la façon parfaite du suivi longitudinal de l'enfance à l'âge adulte. Après, c'est un très beau choix de cas clinique, à mon sens. Vous avez bien exploré effectivement toutes les pistes. Après, 2-3 petites réflexions qui rejoignent ce qu'on avait fait effectivement tous ensemble pour le SPOI à Pondichéry, je me souviens. Sur le scanner initial, effectivement, c'est une atteinte bilatérale des lobes inférieurs, mais à mon sens aussi, il y a une grande distension et il y a une insuffisance respiratoire puisqu'elle a un syndrome, elle est jeune, elle a quand même une atteinte mixte, 65 de CBF, 55 de VEMS comme ça de tête. Donc, effectivement, les possibilités diagnostiques, vous les avez éliminées, sauf à mon sens une, qui est, vous y attendez, la mucoviscidose. Alors, contre la mucoviscidose, elle a des enfants, mais ça, je le répète assez souvent, pour une jeune femme avoir des enfants, ça n'exclut plus aujourd'hui la mucoviscidose. Et deuxièmement, et vous avez bien insisté sur les particularités des étiologies en fonction des régions, on avait quand même bien montré, on le sait tous, qu'on a même des delta F 508 homozygotes. Donc, malgré le fait qu'elle a probablement pas d'insuffisance pancréatique chronique, puisqu'elle a certainement un développement normal,
Moi, je pense qu'il faut rechercher et faire, comme je l'avais dit il y a quelques années, plutôt, si vous pouvez, de la biologie moléculaire avec un screening de 30 mutations, parce que moi, j'exclus pas totalement la mucoviscidose, même si elle est enceinte, elle a déjà un enfant, voilà. Après, je rejoins Mike, c'est vrai que vous avez éliminé les déficits immunitaires, le chronic aspiration syndrome, parce qu'a priori, elle a un développement neurologique normal. Voilà, donc juste dernier petit point. Nous, on recommande un dosage pondéral d'IgG plutôt qu'une électrophorèse parce que vous allez avoir d'abord c'est moins cher, un dosage pondéral d'IgG-AM par rapport à l'électrophorèse et vous avez après des références pédiatriques qui sont plus normatives. Voilà, merci beaucoup pour votre présentation. Félicitations et à bientôt. Thank you, Jim. Yeah, true. But I would like to know, as Dr. Mike was saying, that okay, most of the time the symptoms do start in the child and in the early age, and those signs and symptoms needs to be needs to get attention. But what would be the practice if suppose a child is having recurrent infections, recurrent chest infections? What would be your guidelines to do a CT scan and look for early signs, and then if suppose normal, and then how often you would like to repeat CT scan to catch those disease early? I think if a child is having chronic wet cough, this has been shown. It's a wet cough, humid cough we call in French, or fatty cough, tout grasse, but it's not really fatty. It's chronic wet cough. There are some etiologies which have to be ruled out. The first one is cystic fibrosis. The second would be primary ciliary dyskinesia. Both of these diagnoses are not so probable in this case because there's no sinusitis. In both cases, the sinuses are, it's not a 100% foolproof statement I'm saying, but in cystic fibrosis and primary ciliary dyskinesia, there's sinusitis also. There's also immune deficiency and a full screen, not only gamma globulins, but also complements, also subclasses, also lymphocyte subtypes, phenotypes, and all of that. So first, cystic fibrosis. Second, primary ciliary dyskinesia, especially if there is situs inversus. Immune deficiency, aspiration syndrome, chronic liquid aspiration, and then post-viral syndromes, severe bronchiolitis due to adenovirus and things like that. And then there are other causes, but these 5 causes have to be ruled out quite early. And then the last diagnosis for chronic wet cough is the one I talked about earlier, is the protracted bacterial bronchitis. So if you're dealing with these 6 diagnoses, then you're pretty sure that the other causes are very rare. So where do you place the imaging confirmation, like diagnostic CT scan, thorax? Like let's say we are talking about non-cystic fibrosis bronchiectasis even in the early age. What are like probably if suppose we have a pediatric colleagues, what should they look for actually the early signs, because this ratio of the vessels and the bronchial diameter might not be really very confirmatory in young children. It is very important to have imaging, but hopefully we'll be dealing with the problem before we have too severe bronchiectasis. What we have to remember is that it's an investigation which irradiates the patients, and it irradiates the patient quite a lot. And we try to avoid CT scan, if possible, prior to the age of 5 years, because that's when the children are most susceptible to radiation injury later on.
for like cancer, breast cancer, thyroid cancer. So it's like exponential, coming down really fast after 5 years. The criteria for bronchiectasis is the same in adults, with a Siglet sign or bague à chaton, which is increased diameter of the airways compared to the adjacent blood vessel. So, but the CT scan remains the gold standard. And if we think there's bronchiectasis, we'll go for CT scan. And the main message is don't do the CT scan in an acute phase. Wait for the patient to be stabilized at least maybe 6 weeks, 2 months before we perform the CT scan. Alors, le problème, c'est la question que je me poserai donc à Michael. Dans le cadre de pays en voie de développement, où effectivement il y a un problème de malnutrition, qu'il y a un problème de l'utilisation de biomasse par les mères, etc., est-ce que cette situation-là, par exemple, pourrait jouer un rôle dans le cadre de la présence de dilatation de bronches chez les enfants? Est-ce que ça a un impact? Il y a te parler effectivement dans le développement des enfants. Est-ce que ça pourrait avoir un impact et donc créer donc des dilatations des bronches ou des maladies chroniques dans le temps? Mais non, hier, quand j'ai fait la présentation, j'ai cité un article qui est paru dans le développement, dans le European, c'est pas l'ERJ, mais c'était le journal sœur de l'ERJ, et on décrit les airway diseases. Il y a un schéma qui montre qu'il y a 2 pathologies qui découlent de la pathologie pédiatrique. C'est soit la BPCO précoce avec du remodelage, soit c'est les dilatations des bronches, et des fois c'est associé. Donc biomasse, ça va plus dans le sens asthme, BPCO précoce, etc. Et les infections vont plus dans le sens dilatation des bronches. Mais je crois que toute maladie pulmonaire qu'on laisse traîner en pédiatrie peut donner l'un ou l'autre, une association des deux. Ça dépend de l'association des stimuli, noxious stimuli, dans l'environnement du patient. Est-ce qu'il y a des virus? Est-ce qu'il y a la pollution intérieure? Est-ce qu'il y a la pollution extérieure du tabagisme? Est-ce que la malnutrition, on sait, on disait hier avec Jean-Luc, gêne le développement alvéolaire, mais aussi gêne les défenses immunitaires. Les enfants qui sont dénutris font plus d'infections et plus d'infections sévères, et donc il y aura plus de risques forcément de dilatation des bronches. Le message le plus important, c'est que effectivement, il faut pas attendre l'âge adulte pour commencer les investigations. Moi, quand j'étais aux Seychelles, j'ai fait les diagnostics de DDB chez les jeunes comme cette personne-là à 28 ans. Il y avait une dame, par exemple, qui avait 80 de saturation et une PCO2 à 65 mm de mercure, et qui allait travailler tous les jours et qui avait des dilatations des bronches et qui avait commencé son histoire depuis son enfance, et j'ai dû la mettre sous ventilation non invasive et oxygène. Et il faut qu'on travaille ensemble justement pour essayer d'éviter de récupérer des dilatations des bronches à l'âge adulte avec ces images-là. I thank you, Dr. Princey, for this wonderful presentation. So, a tale of 2 series of white spots. I'm presenting these 2 cases, in fact, in a reverse mode. We go to the more complicated test first, and then we'll come to the story afterwards, just to change and don't be monotonous. So, I have noted that La paille en queue is the motto of the SPOE, and I like paille en queue, so paille en queue here represent the white spots I'm going to show you. So let's go straight to the bronchoscopy. In the last few weeks, in fact, not so long ago, we had these 2 cases of bronchoscopy, and the white spots I'm talking about are what you see on the left and on the right. So 14-year-old male and a 13-year-old male. No story behind. The first question is this something which is commonplace? And when you see it in bronchoscopy, well, it's something which is
not a disease, or do you think it's a disease? En français, est-ce qu'on s'assoit dessus ou est-ce qu'on fait des investigations? Première petite question. Well, it depends. If suppose there are some symptoms on first of all, why the bronchoscopy was performed. So the first case, that was about 6 weeks ago, 14-year-old male, but in fact, this patient looked more like an adult, like a young adult, is 18 or 19 years old. This patient had just arrived in Bordeaux a day before. He came from Guinea, then went to Mali, then went to Algeria, then Morocco, then Spain, and took the train to Bordeaux. And when he got to Bordeaux, he went to a medical center. He was dyspneic, moderate, had a long-standing chronic dry cough, epigastric pain, and fever, which was less than 39 degrees. Donc, un migrant d'Afrique de l'Ouest qui arrive avec une dyspnée, une toux sèche chronique, une douleur épigastrique assez sévère, et il crachait pas mal de salive et il vomissait, et puis une fièvre à moins de 39. Voilà sa radio. Il était bien, c'était cliniquement évident qu'il avait une atteinte pulmonaire avec une matité. Voilà sa radio. Je vous laisse digérer la radio. Donc, on suspecte un épanchement pleural, et effectivement, il y avait un épanchement pleural cloisonné, loculated pleural effusion in the right base. Other images, pleural effusion, other images. So we did a pleural tap, and it was 90% lymphocytes, 90% de lymphocytes dans le liquide pleural. So that's the story. I'll show you again the white spots. So what do you think is happening in this patient? Qu'est-ce qui se passe chez ce patient numéro 1? Well, like if we see the history, the endemicity of the origin of the person having a pleural effusion and lymphocytic, it should first diagnosis should be tuberculosis. Sometimes we can say, is it like endobronchial also something going on? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions à ce stade? The second case, 12-year-old male, Caucasian from France, and this patient was known by the hematologist in our hospital since in 2019 he was treated for a rhabdomyosarcoma of the cavum, of the ENT space and the sacrum, and he had complete surgery plus chemotherapy plus radiotherapy, and in October 2020 he was in complete remission. And in June of this year, the hematologist came to see us and said, there's medial and left hilar adenopathies, and we performed the CT scan, and it is intensely hypermetabolic. Donc, rhabdomyosarcome ORL plus du sacrum, complètement traité, rémission complète en octobre 2020, mais tout d'un coup, une poussée d'adénopathie. And here is a CT scan. So there is an increase in size of the lymph nodes compared to the previous test. And also there are 2 parenchymal micronodules in the right middle lobe. And it's new. And here is a PET scan, and you can see on the bottom right, hypermetabolic lymph nodes medially and on the left side. So what is your diagnosis? And here again are the white spots. Lymphangite, non? Lymphangite carcinomateuse. OK. Docteur Renédy dit sarcoïdose. OK. Donc, maintenant, le dénouement, parce qu'on a biopsié les 2 lésions. Pour le premier cas, on n'a pas de diagnostic définitif. On n'a que des suppositions. À la biopsie, il y a ce qu'on appelle des coïlocytes. C'est des cellules un peu vacuolées. Il y a une métaplasie malpighienne. Il y a une binucléation avec un plus fort grossissement. Donc, on voit les diskératocites. Binucléation, ça veut dire qu'il y a deux noyaux dans la même cellule et des cellules vacuolées, mais ça n'a pas du tout la tête de tuberculose. So,
not so compatible with tuberculosis. There's dyskeratosis, cells with double nuclei and vacuoles around some cells. Any idea at this stage of what it could be? I would say maybe a trachobronchial osteochondroplastica, given that the lesions are on the cartilage. Not so cartilage. It looks like the cartilage here, but it's not on the cartilage. It's metaplasia. The cartilage is below. This is just the epithelium. And it's, in fact, the nodules that from which we're taking a biopsy. And there's this Malpighian metaplasia, but the cartilage is further down. But it does look like cartilage when we take the biopsy. Une idée? We think that this might be papillomavirus infection because you have the vacuolated keratinocytes, and it's not like the classical papillomatosis, which is like Verruca vulgaris. And this is a publication from New Zealand, and we have more or less the same type of lesions in their publication. So what we're doing now is dissecting the tissue, and we're doing the PCR for different papillomaviruses, but we're not 100% sure. We just wanted to check with you. But it's definitely not tuberculosis. The second case, there was granuloma in the biopsies. Granuloma. Any ideas at this stage? There's no causation, right? No causation. Nothing. Yeah, no. It was a case of sarcoidosis, which was confirmed because we biopsied the lymph nodes. We also biopsied the sublingual gland in the lip, and there was also evidence of sarcoidosis. The blood markers were normal, but this patient was doing well, so there was no further treatment for this patient. Whereas the first patient had tuberculosis, the sputum tests were negative. We performed all the usual tests, even with genetic studies, but we finally had the diagnosis when we performed the vidéothoracoscopie. Yeah. On a fait une vidéothoracoscopie pour le patient numéro 1 avec confirmation de la tuberculose sur la biopsie pleurale, alors que tous les autres prélèvements étaient négatifs, y compris le liquide pleural, y compris les crachats, y compris les tubages gastriques. Donc, on a la confirmation diagnostique d'une vraie tuberculose. Le patient est traité, mais on pense qu'il y a une deuxième pathologie, probablement une papillomatose au niveau de la trachée. Pour l'instant, on attend confirmation pour voir si on traite cette papillomatose, mais c'est pas une forme classique et nous, on n'en a pas vu trop comme ça dans le passé. C'était plus en crête de coque et au niveau du larynx plutôt que quelque chose au niveau des bronches. Donc voilà les deux cas qu'on a eu. C'était un peu coup sur coup ces derniers temps, puisqu'il y avait la SPOI. J'ai pris les deux cas et je les ai mis ensemble pour discuter avec vous. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Mike, for this really interesting cases. Definitely, the first case, the 14 years old, did strike me that okay, yes, there should be something. Either it's both pathologies was not similar. So yeah, that's interesting to. But what was the indication to do bronchoscopy in 14 years old when you saw the chest X-ray? There's a fusion. So we this is a very interesting question because in Bordeaux, they don't want us to treat tuberculosis blind. They want us to have evidence of tuberculosis, and they want us to have the biogram to see whether the bacteria is susceptible or not. Whereas when I discuss with friends, I think there's Dr. Yele Oladipo from Benin, who's participating with us. She says, okay, we have to treat, but in some cases we had to treat normal bacteria, but after 15 days or 3 weeks, they would treat tuberculosis if it doesn't respond. So it was, to answer directly your question, since all the non-invasive tests to look for TB were negative, we had to go for, initially it was for chest
just drain and VATS. But since we were going to the operating theater, we said let's do a bronchoscopy just in case. But we know that bronchoscopy and BAL are not so good for TB, identification of TB compared to the other methods. Mais merci pour ces deux cas, c'est très intéressant. Alors, dans le premier cas, je pense que, moi, c'est mon attitude. Je pense que, étant donné qu'il vient d'un pays africain, il est jeune, il a quand même un épanchement pleural, je pense qu'il serait peut-être, bon, j'aurais commencé à faire un test tuberculinique déjà. Et puis, étant donné qu'il y a de lymphocytes quand même important, bon, lymphocytes, soit une lymphome, soit une tuberculose, je pense qu'on aurait commencé. Et puis, on sait très bien qu'on ne trouve pas les BK dans les trucs, mais sûrement une biopsie pleurale, ce sera quand même la première chose que moi j'aurais pensé faire. Et je pense après, effectivement, le diagnostic a été mené. C'est pour ça que je pose la question même, fibroscopie. Est-ce que j'aurais fait fibroscopie en premier lieu? Je pense que ce sera en deuxième intention. Ouais, la fibroscopie a été un afterthought, c'est-à-dire on a programmé le VATS, donc la vidéothoracoscopie pour la biopsie. Et de façon curieuse, moi j'ai travaillé dans le passé aux Seychelles et je faisais les biopsies pleurales quand je posais les drains. C'était un docteur anglais, moi j'étais très jeune docteur, il s'appelait docteur Brown, il m'a dit c'est facile, on fait la biopsie pleurale contre la côte, donc la plèvre pariétal, il n'y a pas de risque, tu le fais, j'en ai fait et c'est très rentable. Mais ici en France, on a un peu oublié la biopsie pleurale. Ouais. Mais en allant à la biopsie pleurale, c'est moi qui ai dit à mon collègue, fais une fibroscopie bronchique, on y va, on ne sait jamais, ça peut être rentable. On avait cette pression d'identification de quelque chose au niveau bactériologique. Mais c'est sûr que vu l'histoire, vu l'épanchement pleural cloisonné, vu les pratiquement 100% de lymphocytes dans la ponction, c'était pratiquement sûr que c'était une tuberculose, mais ça peut être un chylothorax, ça peut être un lymphome, il n'y avait pas de cellules malignes. Donc on était un petit peu sur notre réserve, enfin notre garde. Quand tu avais le drainé, tu as refait un scanner pour voir s'il n'y a pas des lésions parenchymateuses? Alors, on a fait l'écho parce que on pousse pour l'écho et on voit les lésions parenchymateuses, mais pas en détail. Le drainage, c'était 800 cc, malgré le cloisonnement, 800 cc de liquide citrin avec pratiquement que des lymphocytes. Et l'enfant avait mangé, mais ils n'ont pas eu le réflexe de faire les triglycérides et le cholestérol. Mais surtout, le bar était négatif. On était très surpris parce que souvent, ces enfants arrivent avec plein de BK et puis là, il n'y avait rien. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas beaucoup de bar. Je ne sais pas si vous avez une explication. Je crois que Jean-Luc avait un commentaire. Je rejoins la parole de Rada au sujet de la biopsie pleurale. C'est vrai que la tuberculose pleurale, on en voit de moins en moins et les bonnes habitudes se perdent. C'est clair que soit on partait sur un traitement présomptif, parce qu'on avait quand même beaucoup d'arguments, vous les avez exposés, l'origine géographique, le liquide lymphocytaire, la bonne tolérance, l'installation chronique, etc. Mais concernant les biopsies, moi j'en ai eu fait, mais le plus difficile aujourd'hui, c'est de trouver des aiguilles à biopsie parce qu'elles sont particulières. Hein. C'est des aiguilles comme de Touéoui. Et moi, j'en ai fait 4 dans ma vie. La rentabilité est exceptionnelle quand on a du matériel, mais la difficulté, c'est effectivement d'avoir un fragment au retour et le geste est facile. Seulement, j'ai pas retrouvé d'aiguilles. Ce sont des aiguilles très particulières, donc il faudrait peut-être y repenser. Et la deuxième réflexion, c'est effectivement, voilà, je pense que c'est une habitude. On profite d'une vidéothoracoscopie, de l'anesthésie générale pour faire une fibroscopie. Mais on sait très bien que dans les tuberculoses pleurales, le liquide est stérile et on ne retrouve pas le BK en intrabronchique, hein, quand même, malgré tout. La dernière question, parce que j'ai pas pu tout suivre, c'est la place de la
corticothérapie dans les tuberculoses pleurales quasi pures. Hein. Donc, on en a parlé sur les granulomes, ça c'est très intéressant. C'est quoi votre position, Mike, en particulier sur la place des corticoïdes dans la tumeur pleurale? Alors, la corticothérapie, on l'a discuté, on a téléphoné aux collègues des maladies infectieuses adultes. Ils ont dit pas de place pour la corticothérapie. Dans cette forme où il y avait beaucoup de cloisonnement, beaucoup de liquide, pas de place pour la corticothérapie. La place de la corticothérapie, c'est lorsqu'il y a une compression des grosses voies respiratoires, lorsqu'il y a une péricardite constrictive, lorsqu'il y a une méningoencéphalite, lorsqu'il y a une miliaire hypoxémiante. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'indication. Moi, j'étais pas trop d'accord et j'ai même fait la littérature. Il y a des publications en Inde où les patients qui avaient un épanchement pleural cloisonné qui a guéri sous corticothérapie sans même de traitement antituberculeux. C'est quand même tiré par les cheveux, mais en tout cas, ça peut améliorer les choses au niveau pleural. Mais en tout cas, pour l'instant, l'enfant se débrouille bien et les adultes étaient de pathologies infectieuses, ceux qui voient beaucoup de tuberculose et beaucoup de tuberculose multirésistante, ils étaient formellement contre. La deuxième chose, mais c'est juste pour répondre à une question sur le forum, c'est que est-ce qu'on traite avant ou pas on cite l'ADA, l'adénosine déaminase. Il y a des publications qui disent que s'il y a beaucoup de lymphocytes dans le liquide pleural et l'adénosine déaminase, c'est le docteur René Dillis qui pose la question. Si il y a beaucoup de lymphocytes et l'ADA est très élevé dans le liquide, on peut traiter. C'est pratiquement sûr que c'est une tuberculose, mais nous, dans notre centre, on n'a pas accès à l'adénosine déaminase comme dosage biochimique dans le liquide pleural. Je ne sais pas si tu es d'accord avec la corticothérapie, Jean-Luc, pour ne pas en donner dans cette indication. Alors, on est là pour confronter et détruire certains vieux adages. Moi, je défends la place de la corticothérapie dans tout ce que tu as cité, mais on a eu la même discussion sur la place de la corticothérapie dans la tuberculose endobronchique, les compressions et tout ça. Alors, on continue à le faire, ça continue à être publié. Si on fait de l'enseignement aujourd'hui, moi je ne mettrais pas de veto à la corticothérapie ou certaines formes effectivement de pleurésie très cloisonnée où on a des résultats, où il y a des publications. Donc je ne détruirais pas comme ça aussi facilement un vieil adage. Voilà, moi comme toi, je garderai la discussion ouverte. Voilà. Alors nos collègues infectiologues parfois voilà, ont leurs arguments également, si vous voulez, sur tout le reste, mais nous, en pneumologie, qu'elle soit pédiatrique ou adulte, on sait très bien qu'une corticothérapie bien menée va pouvoir hâter la guérison de certains cloisonnements, etc., etc., quoi. Donc, je ferme pas la porte aux corticoïdes dans les atteintes pleurales. Alors moi, je suis de vieille école. Hein, je pense le problème, parce que comme c'est un jeune garçon, il va évoluer, il va vivre pendant longtemps. Donc le problème, c'est protéger ses poumons. Et donc, si maintenant on ne traite pas justement la plaie, il va devenir restrictif. Donc le problème, c'est que justement, c'est pour ça qu'effectivement, il faut donner toutes ses chances, faire donc des corticoïdes le plus rapidement possible pour diminuer l'inflammation, pour gagner sur l'inflammation, d'une part pour réduire justement cette restriction, et deuxièmement, la kinésithérapie respiratoire derrière, pour pouvoir débrider rapidement, parce qu'il a 14 ans, ben, il va vivre avec un poumon, il ne faut pas qu'il soit restrictif par la suite. Donc tout ça, c'est des arguments qui fait qu'effectivement, on a pu quand même faire les corticoïdes, bien sûr, avec ces médicaments antituberculeux, bien sûr. Entendu, il y a 2 personnes qui poussent pour la corticothérapie. On va le voir rapidement, on va voir comment ça évolue et vous apportez des arguments en faveur de la corticothérapie et je vous remercie pour ça. Thank you, Mike, for this interesting cases. It was a pleasure, and it was a pleasure to host the session. Thank you to you also, Rajiv, Dr. Kumar, Professor Kumar. Je vais prendre la parole et clore la session. Donc, j'ai eu le privilège de Chantal étant absent.
Donc, je crois que on va premièrement remercier donc l'architecte même de ce congrès, qui est Mike Fayon. On remercie beaucoup avec Chantal. Ils ont fait un gros travail, difficile. Un congrès qui était court, mais qui était très dense, d'un niveau scientifique extrêmement intéressant. Et je pense que tout le monde sera d'accord. Et qu'on a eu quand même de grandes discussions sur effectivement sur les maladies virologiques, effectivement, qu'on est en train de subir aujourd'hui, et encore les maladies de demain. C'est qu'il faut quand même prendre ces précautions parce qu'il y en a beaucoup de virus en boîte qui vont se développer et qu'on sera obligé de se confronter. Donc tout ça, ça a été une bonne chose de faire, de voir effectivement que les animaux sont quand même nos amis, mais nos ennemis également. Mais également, ce que moi je savais pas, c'est qu'effectivement maintenant l'homme même peut devenir un réservoir pour les animaux. Donc tout ça, ça va être, c'est très inquiétant pour l'avenir. Donc si maintenant et je continue comme ça, puis comme Fan et Mike nous ont entraînés dans ce monde de poumons, qui est un organe exceptionnel parce que c'est la vie, c'est le souffle. Et donc, nous avons drôlement intérêt justement nous préparer pour que ce poumon soit quand même quelque chose pour pouvoir résister justement à tous ces effets des épidémies qui arriveront. C'est-à-dire déjà commencer donc nous avons tout un intérêt de lutter contre la pollution, contre les tabacs, contre tout ce genre, tous ces mauvais facteurs tous ces mauvais facteurs qui sont en train de nous fragiliser le poumon, pour qu'on demain on a un poumon qui soit complètement résistant pour pouvoir résister à toutes ces maladies, parce que la priorité demain pour nos enfants, ce serait quoi manger, quoi boire et quoi respirer. Je crois que ça c'est très important, donc l'avenir serait comme ça. Et puis nous avons parlé effectivement de la SPOI, effectivement cette notion d'avoir effectivement on s'appelle de monter donc une organisation fondation de SPOI pour que on passe du temps aussi à faire de la recherche, qui serait vraiment important également pour nous, pouvoir demain proposer des choses donc au monde et à nos pays. Et voilà, tout ça serait quand même très intéressant pour nous et on a beaucoup de travail. Moi, je suis déjà à la retraite, je serai à côté justement pour qu'on continuer à participer parce que c'est quelque chose qui me passionne et je pense que tout ça, c'est de bonne augure. Je vous souhaite bonne chance et puis passez de bonnes fêtes et puis gardez surtout la bonne santé et puis on se réunira très probablement dans une des régions pour une assemblée générale et pour pouvoir proposer des choses encore intéressantes pour le poumon. Merci beaucoup.